Eh bien, bonsoir. Dans ce nouveau live en clair, ce soir, nous allons parler coopération, coopération policière internationale et opérationnelle, puisque je me trouve au cœur de la police judiciaire, à la division des relations internationales. Alors, comme on l'a vu, dans l'actualité, nous avons eu récemment, hélas, l'affaire d'Annecy. On s'est rendu compte que l'auteur était réfugié en Suède. De manière un peu antérieure, nous avons eu l'enlèvement de la jeune Eya et nous nous sommes rendus compte que nous avons retrouvé la jeune fille en Suède. Elle était au Danemark, pardon, elle était passée par l'Allemagne. Donc toute cette actualité nous montre bien la nécessité de coopérer de manière efficace entre les polices européennes mais également internationales. Et nous sommes ici pour en discuter au cœur de ce réacteur de la coopération internationale policière. Alors nous allons parler des agences également avec lesquelles nous coopérons. Je pense évidemment à Europol, l'agence de coopération européenne, et également Interpol. Et il se trouve que nous fêtons cette année les 100 ans d'Interpol. Et puis nous allons parler également de l'espace Schengen pour vous expliquer comment dans cet espace Schengen, maintenant que les frontières sont levées, comment nous coopérons entre polices et justement pour garder et sauvegarder les frontières et pouvoir suivre cette criminalité transnationale. Alors je vous présente mes invités. Nous sommes 4 ce soir parce que le sujet est très riche. Alors je suis avec Lucas Philippe qui est le chef adjoint, commissaire divisionnaire et chef adjoint de la division des relations internationales. Bonsoir Lucas. Bonsoir Sonia. Je suis avec Mickaël qui est spécialiste agent de coopération Europol et Interpol. Bonsoir Mickaël. Bonsoir madame. Brigadier de police. Exactement. Et Philippe, Sonia. qui est spécialiste et agent de coopération sur l'espace Schengen. Et vous allez nous expliquer comment fonctionne le système Sirène qui est issu de l'espace Schengen. Alors pour commencer, Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions de ton service et comment concrètement nous faisons pour coopérer avec les polices étrangères ? Déjà, merci Sonia d'être venue jusqu'à nous. Ça nous fait plaisir de t'accueillir et on va essayer de t'expliquer ça. C'est un plaisir partagé. Oui, mais c'est bien de le dire aussi. Et je vais essayer on va essayer de partager ça avec nos auditeurs, pour qu'ils comprennent derrière cette complexité tout le travail qui est fait en temps réel par une division, donc la division des relations internationales, qui est une division de la police judiciaire, qui est une division qui rassemble différentes forces, la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, des contractuels aussi, des ingénieurs, des différents personnels administratifs, bref, des personnels de différentes origines. Et nous tenons beaucoup à cette force qui fait notre singularité parce que pour relever les défis actuels et contemporains du crime et nous préparer au futur, il faut des gens différents. Ce qu'on appelle l'effet Médicis, il faut des gens différents. Donc, service interministériel ouais. à forte compétence du coup et de valeur ajoutée. Oui, alors on existe depuis 20 ans, ici à Nanterre-Préfecture, pour ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre. Et donc on a un département en charge de la coopération internationale opérationnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls acteurs de l'international. Il y a aussi une autre direction que certains connaissent, qui est la DCIS, qui fait plutôt de la direction de la coopération internationale de sécurité, ouais, qui fait plutôt de la diplomatie de police, du bilatéral, avec une emprise au sol à l'étranger. Donc c'est notre joyau national des attachés de sécurité intérieure, voilà, des officiers de liaison. Et puis, ce sont des policiers qui sont situés en ambassade. Oui, bien des policiers, des gendarmes, et puis on a aussi des experts de la sécurité civile. Donc ça, c'est vraiment les hommes et les femmes de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est notre force, la France. On est d'ailleurs le premier réseau mondial de police à l'étranger, faut le savoir. Et puis nous, la DRI, au sein de la DCPJ, on fait plutôt du multilatéral, c'est-à-dire qu'on gère, on administre les différents canaux de coopération que sont Europol, Interpol et les bureaux Sirène Schengen. Et donc administrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère au quotidien tout l'aspect opérationnel de ces canaux de coopération qui sont liés vraiment à l'enquête. Et on est vraiment sur du international as a service, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment l'international pour augmenter le traitement des enquêtes, voilà, avec plein de ressorts, on pourra aller dans le détail.
Mais on fait aussi du stratégique avec des collègues qui font de la négociation dans des enceintes. Donc c'est assez admirable aussi, hein, des collègues qui sont à la Commission européenne, dans les instances de gouvernance. Et on a aussi beaucoup de sujets technologiques, parce que pour relever les défis de demain, on est obligé de co-construire nos outils. Donc là, à la DRI, on a 24 projets en cours, donc c'est pas rien, hein. Donc on est vraiment dans l'ingénierie de coopération internationale. Tu vois la différence avec la DCIS par exemple, hein. On est vraiment sur du multi-canal et notre boulot, c'est vraiment la gestion des flux. Alors la gestion intelligente des flux, hein. L'idée, c'est la machine ne remplacera pas totalement l'être humain sur des métiers d'analyse, de conseil, pour aider les collègues de terrain qui, eux, ont les affaires, hein. Nous, on est là pour faire la gamme de recherche internationale. On est là pour exhauster les enquêtes. Il y a différentes manières de le faire, hein. On échange, je sais pas, des empreintes. On diffuse des mandats d'arrêt ou des notices rouges pour interpeller des fugitifs, hein, au service des collègues enquêteurs. On organise des réunions, on va aussi, on fait de l'ingénierie financière pour monter des opérations, hein, par exemple avec Europol, hein, où c'est assez puissant, avec des collègues européens. Voilà, il y a différentes manières d'agir, hein, peut-être une trentaine d'actions possibles, de leviers. Et tout ça est assez intéressant parce que, comme vous l'imaginez bien, hein, sur une plateforme comme celle-là où on a la chance de vous avoir, qui s'appelle la Scopole, qui travaille H24, on gère des flux aujourd'hui de 2700 requêtes par jour, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, enfin c'est impressionnant, hein. Vous imaginez que dans tous ces flux, il faut discerner les affaires complexes, sensibles et je dirais aussi un fort risque, hein, voilà, et urgente, hein. Et donc, eh bien ici, on a des collègues agents de coopération qui prennent des décisions seuls, avec de la complexité, qui parlent 16 langues, H24, en lien avec des services opérationnels, en lien avec des magistrats, hein, bien sûr, parce que tout ça, on est au sein de la police judiciaire, parce qu'il y a cette consubstantiation entre le judiciaire et l'international, et on vient eh bien, faciliter les enquêtes, les accélérer, ou faire des nouveaux hits. Parce que nous avons accès à peu près 60 bases de données. Et donc l'accès à ces bases de données permet aussi d'aller ou en profondeur ou dans des logiques en dehors des territoires, du territoire national, de découvrir certains aspects d'enquête anciens ou à créer. Voilà. En temps réel. Au sein de la police judiciaire, parce que vous faites de l'enquête augmentée, comme tu dis, ouais. C'est-à-dire que vous enrichissez les collègues qui font l'enquête, mais aussi qui sont sur le terrain, et d'ailleurs on y viendra avec Philippe, en direct, pour apporter quelque chose, un élément international évidemment, pour leur dire et les diriger dans leur enquête et les rendre ainsi plus efficaces. Tu parlais de 2700 messages par jour. D'ailleurs, je vous montre que nous sommes ici au cœur de ce service. Et juste à ma droite, on a un front office qui s'occupe de trier justement la priorisation de ces messages, qui reçoit tous ces premiers messages et qui ensuite va faire un tri et les dispatcher selon les thématiques à différentes unités. C'est bien ça? C'est ça. Et par exemple, en 2022, pour donner quelques chiffres, hein, on a contribué à aider... des collègues sur 10 000 enquêtes, hein. On a permis à différents degrés l'interpellation de 1740 fugitifs, hein. On gère voilà, l'intégration de mandats d'arrêt, de notices rouges. Les collègues en temps réel prennent des décisions aux différentes étapes de l'enquête. Ils apportent des conseils, hein, un peu une sorte de hotline technique. Et donc, eh bien, tout ça... ça fonctionne parce que ici on a un fort sentiment d'appartenance. Je disais au début, et c'est l'humain qui compte, on travaille beaucoup aussi sur l'accompagnement des gens, on les fait monter en compétences. On a cette culture de la crise étant à la fois le danger mais l'opportunité. Voilà. Et moi je suis toujours admiratif, ici il y a 85 personnes qui travaillent à la Scopole, sur les 140 personnes qui composent la DRI en soi. On a des collègues qui voilà, sont un peu les quatrièmes de patrouille, comme le dit Philippe d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une autre manière de faire de la police, une manière moderne. On a de plus en plus de jeunes aussi qui cherchent le sens, etc. Et venir ici, c'est intéressant parce que c'est pas une fin en soi, c'est une étape dans la vie professionnelle. Et nous, comme tu le sens, on est assez convaincus de ce qu'on fait.
On est à la croisée du légal, du tech, de la géopolitique des risques, des nouvelles méthodes de travail. Hein. On a 30% de télétravail ici. Tu pourrais me dire, mais Lucas, comment tu peux faire du télétravail ici? Bah si, c'est tout à fait compatible. Et puis on doit s'adapter en permanence aux besoins de nos collègues. C'est-à-dire, on s'adapte aux phénomènes de criminalité. Hein. Donc la lutte contre la pédophilie, la lutte contre les narcos qui bougent, la cybercriminalité, il faut répondre vite, la menace terreau, voilà. Tous ces sujets-là sont, pour nous, il n'y a pas de hiérarchie. On répond de la même manière, c'est-à-dire le plus vite possible, avec parfois aussi des situations inédites. Hein, oui. Enfin, voilà. Donc ça, et ça, on va en parler des situations inédites. Donc, effectivement, donc, au cœur de l'enquête, pour rapporter l'élément international, et vous nous rappelez à quel point les criminels sont mobiles, voyagent beaucoup en Europe, à l'étranger, à l'international, d'une manière globale. Et vous les suivez pas à pas parce que vous avez les moyens de détecter leur passage. Et on va en parler tout de suite, peut-être avec vous, Philippe. Oui. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes agent de coopération sur Sirène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Sirène, justement? Alors, Sirène, c'est le logiciel que nous utilisons pour communiquer à l'intérieur de l'espace Schengen avec nos partenaires européens. Depuis que les frontières sont levées, exactement, on peut quand même communiquer, évidemment, d'un pays à l'autre entre policiers européens. Bien sûr. Donc, nous avons des signalements sur les véhicules, sur les personnes, les mineurs à protéger, les documents volés ou perdus. Et donc, instantanément, nous pouvons discuter, dialoguer avec nos homologues étrangers, poser des questions, échanger des photos, des empreintes. Et s'il y a une information sur un meurtrier recherché ou un mineur kidnappé, vraiment quelque chose d'imminent, nous nous connaissons tous en Europe, nous connaissons nos partenaires, nous pouvons immédiatement téléphoner ou écrire au bon interlocuteur pour permettre l'arrestation des gens ou la protection d'un mineur. Donc c'est très puissant, c'est un réseau qui est vraiment très puissant puisque vous fonctionnez H24, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez appeler le bon service, la bonne personne Absolument. Qui va vous renseigner. Absolument. Donc est-ce que, et d'ailleurs j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent pour leur dire de ne pas hésiter de nous poser des questions à la fin, hein, comme d'habitude pour tous les en clair, parce que je pense que ça va susciter beaucoup de questions notamment. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis qui vous a marqué par exemple, ou alors peut-être avant de commencer par un fait marquant, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer si concrètement il y a un collègue, là, un policier sur le terrain qui a un véhicule avec une plaque à l'étranger, est-ce qu'il peut vous appeler et qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Bien sûr, il peut nous appeler 24 heures sur 24. Nous sommes disponibles pour répondre à ces messages. Qu'il n'hésite pas à nous envoyer des photos du véhicule, numéro de châssis si c'est un véhicule, photos des documents s'il contrôle une personne, les empreintes également. Nous les comparons donc avec la base de données au FAED pour savoir si elle ressort ailleurs en Europe. Et ainsi, fichier des empreintes digitales. Exactement. Et ainsi déterminer qui réellement nous avons en face sur le terrain. Très bien. Et voir si elle est recherchée ou à protéger, vulnérable. Enfin, Et ça vous arrive régulièrement qu'on vous appelle comme ça, directement du terrain tous les jours. J'ai un problème, soit je suis avec un véhicule à l'étranger, soit j'ai une personne étrangère avec un passeport étranger. Ça nous arrive tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. D'accord, donc c'est vraiment intéressant. On couvre tout le territoire national. Aide à l'opérationnel. Tout à fait. On est autant appelé par la police, la gendarmerie, les douanes, les préfectures et les magistrats. Ah oui, donc c'est très large. Très large. Comment vous vous articulez peut-être avec la police aux frontières? Vous pouvez nous expliquer cela? Eh bien, par exemple, si vous avez la PAF de Roissy, par exemple, contrôle quelqu'un avec un faux document, donc nous ne sommes pas sûrs de la personne, donc nous demandons l'envoi d'empreintes, l'envoi de copies de documents, et nous interrogeons donc tout l'espace Schengen pour savoir si cette personne, si ces empreintes existent quelque part. D'accord, très bien. C'est parfaitement clair comme ça. Est-ce que, on parlait d'affaires marquantes tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner une affaire marquante particulière, quelque chose que vous avez en tête? Écoutez, j'ai en mémoire ce qui s'est passé en début d'année où 2 meurtriers ont été recherchés par la France pour un crime particulièrement atroce. Et grâce, par un certain nombre de techniques, à la localisation de leurs véhicules, nous avons pu les localiser dans un pays de l'Est et ainsi les faire arrêter. D'accord. Donc vous les avez localisés parce que vous avez diffusé une plaque ou parce que... Absolument. Alors la plaque était signalée. Les 2 personnes étaient bien sûr sous mandat d'arrêt européen, tout ça suite à la décision encadrée par le magistrat instructeur.
Et donc, quand nous avons constaté où se trouvait le véhicule, nous avons immédiatement téléphoné et écrit au bon interlocuteur dans le pays, qui a permis leur interpellation 40 minutes après. Ah, d'accord, donc c'est effectivement extrêmement concret. Votre Oui. quotidien est concret, vraiment l'aide à l'opérationnel, l'aide aux policiers, l'aide à l'enquête pour tout type de sujet. Quel est le sujet qui revient le plus? Il y a un petit peu de tout. C'est souvent il y a un petit peu de tout. C'est souvent les mineurs à protéger l'été, Oui. pour des enlèvements soit parentaux, soit On familiaux. l'a vu encore récemment, Exactement, effectivement. tout à fait. Mhm, Les véhicules volés, il y a un énorme trafic de véhicules volés mhm, partout dans l'espace Schengen. oui, Et puis bien sûr les mandats d'arrêt européens mhm. qui, comme vous le disiez auparavant, circulent et voyagent à travers le monde et particulièrement dans l'espace Schengen. D'accord. C'est effectivement assez clair. Merci. Merci de cet éclairage. Mickaël, parce qu'on est nombreux, donc il faut qu'on passe d'un sujet à l'autre. Oui. Mickaël, vous êtes spécialiste d'Europol et Interpol. Alors, est-ce que vous pouvez, d'ailleurs, il faut en profiter pour célébrer les 100 ans d'Interpol cette année, agence de coopération internationale. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer brièvement ce que font ces agences et comment vous prenez, quels critères en fait vous utilisez pour coopérer plutôt avec l'une qu'avec l'autre? Alors, je dirais que je ne suis pas encore spécialiste. J'essaie de me spécialiser. C'est Et c'est tellement complexe qu'au bout de quelques années, on se dit toujours, il y a quand même quelque chose à apprendre. c'est tout l'intérêt du travail d'ailleurs. Et ça change tout le temps. Ouais. Pour vous faire un résumé vraiment au plus court, Interpol constitue le plus gros réseau mondial, ça c'est sûr, avec plus de 180 pays, je ne sais plus le nombre exact. 195. On en est à 195 pays connectés qui répondent plus ou moins vite, mais qui acceptent de répondre. Europol, c'est beaucoup plus récent, donc c'était très ancien. Europol, c'est une petite vingtaine d'années, même pas. C'est une agence de coopération européenne qui a été créée vraiment dans le but d'augmenter la capacité des forces de police européennes à lutter contre le crime organisé, transfrontalier et grave terroriste. Donc, tout naturellement, dès qu'on se rend compte que nous sommes face à un réseau criminel de grande ampleur ou du terrorisme, on s'oriente vers Europol, qui est une agence dotée de gros moyens, avec des spécialistes, et qui donne des résultats assez probants. Donc, réseau criminel organisé, Oui. plutôt Europol, mais également Interpol, peut-être si ça dépasse l'Union européenne. Alors tout à fait. C'est le principe de la coopération, c'est-à-dire qu'on est tous interdépendants, tous à communiquer entre nous. Alors, sur le plan mondial, mais également avec Philippe, sur sa partie. On a une question, je l'appelle, il me répond, il a des informations que je n'ai pas, et on communique comme ça, en fait, avec la planète entière. D'accord, avec la planète entière. Donc c'est Oui. effectivement Oui, tout à fait. très très puissant. Gros réseau. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça marche? Je suis policier, j'ai une enquête où je soupçonne un complice d'être à l'autre bout du monde. Comment je fais? Je vous appelle et vous, qu'est-ce que vous êtes en capacité de me dire sur cet individu? Qu'est-ce que vous pouvez cibler? Alors c'est ça, il faut déjà appeler, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On a un point de contact central, on répond H24 et il faut nous poser des questions. Et en retour, on vous pose des questions, on vous dit mais qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information et au fur et à mesure, on coopère tous ensemble, on apprend les uns des autres sur l'enquête. On essaie surtout d'être un petit peu facilitateur, moi j'aime dire service support. Le service support d'une C'est ça, entreprise. oui. Qui On va peut le vous dire. aider. Parce qu'on ne fait pas l'enquête. On y participe grandement, mais on aide le service d'enquête, l'enquêteur à faire son enquête sur un volet international, voire mondial. Donc on nous appelle, on échange, on fait de l'information, on décide ensemble, et au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'enquête grossit, grandit, prend de l'ampleur, intéresse un peu tout le monde en Europe parfois, et on coopère comme ça. Nos enquêteurs finissent par aller dans plusieurs pays. Mhm. On monte par des mécanismes de loi européens tels que les équipes communes d'enquête. Alors ça c'est plus la partie effectivement Europol. On a un gros dossier qui est européen, qui est avec des faits très très graves, qui sont sériels, etc. Et on se retrouve avec des enquêteurs polonais, français, estoniens, espagnols. Et au fur et à mesure,
le dossier prend de l'ampleur et on fait des perquisitions partout dans tous les Voilà. pays. Et vous voyez peut-être de temps en temps dans les journaux, Europol a fait... alors c'est pas Europol en fait, c'est les policiers européens de divers pays Voilà. qui, avec Qui le sont support, centralisés. support d'Europol, l'aide d'Europol, font une enquête formidable. Oui, tout à fait. En fait, ensemble, c'est mieux. Oui, tout C'est-à-dire simplement. qu'on coopère tous ensemble pour vraiment avoir l'intégralité du réseau, démanteler les réseaux et Oui. ne pas s'arrêter qu'à un aspect franco-français qui finalement serait parcellaire sur une enquête et sur une investigation. Oui, et je rajouterais qu'on bénéficie à ce stade de l'expertise d'enquêteurs français étrangers qui est impressionnante. Oui, Il bien n'y a sûr. pas d'autre terme. Hein. Bien sûr, bien sûr. Puisque du coup, c'est un échange, c'est un peu win-win. On échange et on obtient aussi en retour de la plus-value, évidemment, qui vient de l'étranger, ou même peut-être une autre vision de l'enquête, une autre vision des choses. Pour revenir sur l'aspect, on a beaucoup parlé d'Europol, sur l'aspect Interpol, on parle beaucoup des notices, puisque régulièrement, ceux qui nous écoutent savent qu'on publie des fois des notices, notamment je pense aux notices rouges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces notices, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu en fait pour cette agence? Oui, complètement. Alors Interpol, c'est ancien, mais ça reste et ça se développe aussi, un outil formidable, hein, y compris sur le plan technologique. Mais sur le plan mondial, alors il y a les fameuses notices qui sont très célèbres, des grandes catégories, les notices rouges pour les interpellations, les plus grands criminels, les plus grands terroristes qui ont nécessairement notice rouge. Mais il y a aussi des catégories moins connues, des notices bleues de surveillance parce qu'il y a des enfants qui ont été enlevés, et puis on les met à ce moment-là en notice aussi parce qu'on se dit peut-être que ces enfants ont été emmenés en dehors de l'espace Schengen, en dehors de l'Europe, et il faut absolument qu'on sache où ils sont, si contrôle il y a. Maintenant, je vous parlerai aussi d'autres types de notices. Hein. Je ne vais pas tous les énumérer. Bien sûr. Mais par exemple, il y a des en choses beaucoup. très intéressantes qui sont les notices mauves, si je ne dis pas de bêtises, où on va décrire des modes opératoires. Et on va apprendre, par exemple, comment des trafiquants de drogue à l'autre bout de la planète dissimulent des nouvelles méthodes de dissimulation de différentes drogues, de la cocaïne, des stupéfiants, etc. Et c'est incroyable. Voilà. Et vous recevez la notice. Vous voyez, effectivement, dans tel pays, les trafiquants utilisent tel moyen pour cacher la cocaïne dans du sucre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour illustrer. Oui. Et là, vous recevez le nouveau mode opératoire et vous le prenez et le dispatchez à l'office anti-stup, par exemple. Ah oui, complètement. Après, c'est aussi notre difficulté, c'est que la France, la police, c'est des forces... les douanes aussi, la police, la gendarmerie, pardon. Il y a beaucoup de services. Beaucoup de services, beaucoup de compétences, et c'est de réussir à informer tout le monde, à dispatcher, à diffuser l'information au mieux pour obtenir, dans tous les cas, quel que soit le sens entrant, sortant, du résultat. Bien sûr, oui, je comprends. Et Lucas, est-ce que tu peux nous dire un peu, on a compris que Europol était plus sur la criminalité organisée et le terrorisme, il fallait aller à l'international dès lors qu'on avait une investigation qui nous poussait vraiment à aller chercher un peu à l'étranger. Est-ce que tu as des domaines particuliers qui ressortent dans cette coopération internationale? Est-ce qu'il y a des domaines phares, des priorités par exemple, qui sont choisis par Europol, qui sont répercutés particulièrement en France? Quels sont les domaines criminels qui vous intéressent le plus? Ou que vous traitez le plus, d'une manière générale? Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, c'est une vaste question. Alors du coup, il faut aussi penser la relation Europol-Interpol. En fait, les choses ne sont pas toujours très très figées, puisque comme on le voit avec ce qu'on se dit, cette richesse, cette coopération... C'est l'échange. D'ailleurs, la coopération internationale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... du judiciaire, est-ce que c'est du judiciaire, du renseignement? Bon, la coopération internationale, c'est ce qui s'invente chaque jour. Hein. Donc c'est l'offre et la demande, on est quasiment dans un business. D'ailleurs, moi je dis souvent, je suis commissaire-priseur de police, on négocie des choses en permanence. Bon. Normalement, on ne nous impose pas de choisir un canal, tu vois, et parce que tout ça, c'est un biais. Hein. Sauf que récemment, il y a une directive européenne, la directive d'échange d'informations, qui a été qui s'impose depuis le 12 juin en France, hein, en tout cas,
qui dit que la Scopol, le modèle de la Scopol, est le point de contact unique et doit utiliser Europol par défaut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ce texte qui modélise l'échange d'informations un peu comme une science de l'échange d'informations, hein, eh bien on devient très très européen. Alors, nous, on est des gens extrêmement compliant et on aime bien aussi modéliser et comprendre les flux. Hein. Mais on est aussi l'état du siège d'Europol, d'Interpol à Lyon, hein, ce qui fait de notre pays un pays très singulier dans l'échange de coopération. Hein. Les chiffres sont d'ailleurs faramineux. Les notices rouges, c'est 120 000 notices rouges. Les fiches sirènes, je crois que sur les 86 millions qu'on a, c'est 16 millions qui sont françaises dans les deuxièmes contributeurs. Enfin, on est des bons élèves de tous les produits. Donc, nous, on s'adapte aux événements. C'est-à-dire que on s'adapte au sujet les priorités du crime organisé. Donc, bien sûr, le stupéfiant est toujours très consommateur de coopération internationale, même si chaque service a sa propre coopération, hein, en interne. Hein. Mais nous, se priver de nous utiliser, en fait, c'est se priver d'une chance. Tu vois. Alors, j'ai envie de dire, pour nous, tout est important. Le crime environnemental, le crime financier, la lutte contre la corruption, les crimes sériels, les crimes tout court, peut-être même aussi la délinquance de base, parce qu'on va échanger de la donnée pour élucider des cambriolages. En résumé, ce que je dirais, nous, ce qui nous motive, c'est la recherche de la performance. On doit accélérer les principes d'élucidation. C'est ça, nous, notre sujet, au fond. On doit, en étant des facilitateurs, des connecteurs et des accélérateurs de la procédure, on doit contribuer à faciliter l'élucidation des affaires pour à la fois faire de la répression, mais de la prévention. Tu vois. Donc, ça touche tous les sujets. Voilà. Donc, nous, on hiérarchise pas, en fait. On hiérarchise juste quand il y a une urgence liée à un enfant, en fait, ou une menace forte d'attentat, voilà. Mais on est finalement comme les autres en étant ici. Voilà. Eh bien justement, c'est une parfaite transition parce qu'on va parler d'enlèvement d'enfants, puisqu'on va prendre la première question, puisque l'heure tourne. La première question étant, vous travaillez avec toutes les administrations du monde pour faire des investigations en stupéfiants et en matière d'enlèvement d'enfants. Est-ce que c'est le cas ? Toutes les administrations du monde. Alors peut-être que le terme d'administration demande à être un petit peu affiné. Et je pense que c'est là où va se situer la réponse. En fait, je vais répondre assez vite. C'est qu'on a un réseau de coopération qui est très encadré. C'est-à-dire que nous, pour Interpol, on est le bureau central national. À la Scopol, tout ça, c'est un SPOC, Single Point of Contact. Hein, donc on est le point de contact unique pour les autres. Et donc, on échange de SPOC à un autre SPOC ou de BCN Interpol à un autre BCN Interpol. C'est-à-dire qu'on passe toujours par un point unique. Voilà. Tout est bien routé. On n'est pas, c'est pas le monde à peu près. C'est ça. Tu vois. C'est la France qui va parler à l'Allemagne avec ce point de contact et qui va dispatcher dans les administrations où il y a besoin d'avoir le retour. Oui. Et ça n'empêche pas, je dirais, les initiatives d'enquêteurs-enquêteurs, ça n'empêche pas l'influence, qui est quand même un sujet sur lequel on a quand même beaucoup investi. C'est pas parce que aussi Jérôme Bonnet, directeur central de la PJ, était le président du board d'Europol qu'on a mis une préférence sur Europol en soi. Bien sûr qu'on s'engage à un moment donné, mais l'utilisation des canaux, elle est extrêmement encadrée. Et on utilise en tant que de besoin, en fonction de schématiques. Vous faites de l'intelligence des situations, en fait, au final. Oui, c'est exactement ça. Et on a la question complémentaire qui vient avec les impôts et la fiscalité mondiale. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que vous travaillez sur... alors peut-être qu'il y a un auditeur qui a peur pour son évasion fiscale. Mais on peut peut-être tout simplement répondre que tout dépend de l'enquête pour laquelle vous êtes saisi. J'ai envie de dire à cet auditeur qu'il me contacte directement. Je regarderai son cas. Non, mais j'ai répondu à la question. On ne s'interdit rien dans le contenu du message. Mais en revanche, on suit un canal qui est bien établi, qui est connu, qui est presque une science exacte en termes de connaissance des flux, etc. Voilà. Et il progresse, il s'améliore en technologie. Nous, on est des policiers et des gendarmes et des douaniers. Donc, on s'adresse à des policiers, des gendarmes et des douaniers. Et si par rebond,
on a besoin d'avoir de l'information. Bien C'est sûr. l'enquêteur qui aura le dossier en charge dans le pays en question, qui pourrait être le cas qui pourrait concerner cet auditeur, qui répondra. Donc nous, on ne va pas taper en direct. Voilà. Et justement, Philippe, est-ce que vous avez par exemple une anecdote insolite à nous dire, peut-être un service insolite que vous avez contacté ou un cas un peu cocasse qui vous est arrivé et que vous avez en tête? Alors, cocasse ou insolite, j'en ai pas spécialement en tête parce que c'est quand même assez sérieux. Oui, oui, mais on est bien d'accord. mais d'avoir de manière un peu inhabituelle contacté telle ou telle administration ou tel service dans le monde ou une situation particulière en fait. Alors, j'ai pas la connaissance qu'il y a un service, comment dire, qui ne rentrerait pas dans notre cadre et qui nous ait contacté. J'en ai pas connaissance. Vous n'en avez pas connaissance. Non. Alors, ensuite, nous avons une autre question sur la pédophilie, mais qui est un peu hors sujet parce que c'est quelqu'un qui nous dit qu'il a un message sur Messenger qui me donne rendez-vous au sujet de photos de pédophilie. Alors, j'imagine international parce que sinon, on n'est pas dans le sujet. Que dois-je faire ? Alors, je voudrais juste préciser ici que si vous avez connaissance de quelque chose d'illicite sur Internet et que vous souhaitez faire un signalement, il faut que vous contactiez la plateforme Pharos pour leur signaler ces faits, d'autant si c'est des faits graves de pédopornographie par exemple ou d'apologie du terrorisme, afin de pouvoir signaler ces contenus illicites sur Internet. Donc c'est vraiment la démarche à faire. Vous allez sur Internet, vous tapez Pharos et vous tombez sur la plateforme ou vous faites tout simplement moncommissariat.fr ou masécurité.intérieur.gouv.fr et vous pouvez signaler tout contenu illicite que vous avez sur Internet et y compris sur vos messageries. Alors, je vais prendre une autre question. Une personne visée par une notice rouge, c'est-à-dire qui est en état de pouvoir être interpellée partout dans le monde, est-elle automatiquement inscrite au fichier des personnes recherchées? Donc, nous avons un spécialiste qui nous regarde. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Mickaël? Alors, je ne suis pas spécialiste parce qu'en fait, on a. Alors, c'est très particulier. Oui, parce que c'est les fichiers, effectivement. Autant pour moi. Et parce qu'il y a Philippe, et puis parce qu'on a un petit groupe, mais qui dépend plus de Philippe, qui va justement être en mesure de réagir s'il décide d'accepter ou pas. Tout à fait. J'ai pensé à Interpol Notice Rouge, mais effectivement, FPR et ensuite. Alors, il faut distinguer. Quand une personne est recherchée pour être arrêtée à l'étranger, décidée par un magistrat instructeur, le dossier nous est envoyé. Et donc, nous le diffusons, puisque c'est le même acte judiciaire. Il s'agit d'une notice rouge hors espace Schengen, et à l'intérieur de l'espace Schengen, ça s'appelle un mandat d'arrêt européen. Mais c'est le même acte judiciaire. Donc, quand le magistrat le décide, nous diffusons la notice nous-mêmes à toutes les polices d'Europe et du monde. Et donc, nous avons répondu à la deuxième question avec votre réponse. Sinon, par quel processus cette inscription se fait-elle? C'est par le magistrat. Sur instruction du magistrat, nous les diffusons. Ok, très bien. Les processus différenciés selon les pays. Alors, existe-t-il, des processus différenciés selon les pays d'où viennent les notices rouges, par exemple, des pays avec lesquels on aurait du mal à coopérer? Qu'est-ce que vous pouvez répondre ou pas? On apprécie l'opportunité d'inscrire la notice rouge. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Voilà. Donc, dès que ça touche des sujets politiques où on voit qu'il y a de l'incohérence, des sujets militaires, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre zone de compétences, bien sûr que tout cela est bien screené. Hein. C'est pas l'automaticité de la machine. On regarde quand même le contexte. Donc c'est pour ça qu'il y a un dialogue permanent avec le BPIC, le Bureau d'entraide pénale internationale. Et ce que j'allais dire, c'est passer donc au crible des magistrats. Ce sont des magistrats qui gèrent ce Bureau d'entraide pénale internationale et qui criblent l'inscription dans les notices en France. Et donc on a une mission justice qui est ici parmi nous, qui facilite, qui fait toute la conformité de ces pièces de justice, en dialogue avec le magistrat qui a lui-même le dossier. Donc c'est un système intégré, efficace, parce que on a une approche holistique avec toute la chaîne. C'est un système assez vertueux. On peut encore l'améliorer, je pense, sur peut-être quelques petits mécanismes, mais la structure même, elle est intéressante. Tu disais en début qu'on avait un front desk, un back-office. Avant, la DRI, quand elle s'est créée, elle était organisée en silos. C'est-à-dire que le bureau Interpol, il y avait le bureau Europol, Schengen,
ces collègues ne se connaissaient pas forcément professionnellement. Aujourd'hui, on a tout mélangé et on a fait des front desk back-office. Ça veut dire qu'on a un peu une logique de supply chain avec un front desk qui analyse la complexité. Tu parles beaucoup anglais, hein. On va se recevoir des dit, remarques. Front desk. Oui. Tu l'as dit, je ne sais même pas comment on dit en français. Le bureau de front. Oui. Un bureau de front. Bureau. Voilà, le premier bureau, ça fait bizarre. Oui, c'est vrai. Et donc, parce qu'on imagine qu'il y en a d'autres. Et donc, il y a le bureau de front qui traite les sujets, qui dispatche, donc ils sont là, ils analysent le degré de complexité, d'urgence, et après, c'est traité par des collègues en back-office, qui sont peut-être d'ailleurs à la maison en télétravail, hein, et qui traitent le fond du dossier, ça revient, c'est contrôlé, ça part. Tout ça, ça va le plus vite possible. Il y a des enquêtes très courtes, des enquêtes moyennes, des enquêtes longues, et ça veut dire qu'en moyenne, par agent de coopération, hein, qui sont des analystes, hein, ils auraient tendance à dire on est des opérateurs, c'est des analystes, à peu près 30 à 50 dossiers par jour. Donc c'est un peu la même charge de boulot qu'un collègue dans un commissariat, tu vois, pour comparer. Oui, c'est très intéressant. Bah, ça sera le mot de la fin parce qu'évidemment c'est toujours trop court, hein. On voudrait continuer à parler avec vous. En tout cas, ce qu'on retient, c'est quand même ces 2700 messages de policiers qui vous appellent et qui vous demandent des éléments supplémentaires sur leur enquête ou des précisions ou de l'aide, tout simplement, hein, parce qu'ils sont là face à une situation qui est inédite pour eux. Et vous êtes là derrière pour pouvoir leur apporter cette aide et pour pouvoir apporter cette plus-value à l'international. Alors merci messieurs pour cette conversation très intéressante ce soir. J'étais en charmante compagnie et toujours très très bien accompagnée. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour un nouveau Facebook Live en clair et merci à vous.